Un de mes cousins avec qui j'étais justement, en cherchant à intervenir, un des militaires n'a pas hésité à lui mettre une balle dans la tête. Et quand il a mis une balle dans la tête, il est tombé en fait dans mes bras. Et j'étais là juste, je le regardais. J'avais du sang partout. Mais eux, ça les amusait. Ils rigolaient. Je voyais qu'en fait, ils étaient habitués à qu'il Ça reste. t'a laissé un traumatisme, c'est sûr. Mhm. Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installé. Alors aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Sébastien. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Toujours Merci d'être avec nous. avec plaisir. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Je m'appelle Lalu Sébastien Ménéric. Je suis un jeune entrepreneur, notamment activiste, dans le milieu associatif, dans le milieu congolais où on se bat contre les différentes inégalités, injustices sociales ou autres. C'est un peu notre combat quotidien. D'accord. Merci Sébastien. On va commencer par ton enfance, si tu le veux bien. En fait, j'aime poser la question de comment tu percevais le monde quand tu étais enfant. Alors, quand j'étais enfant, comment je percevais le monde? C'est vrai, c'est une très bonne question. Comme tout enfant, au début, étant gosse, la seule chose qu'on se disait souvent en grandissant, quand je serai grand, peut-être je serai policier, des choses basiques. Je serai policier, d'autant plus, moi, ayant grandi en République démocratique du Congo, j'avais certains de mes cousins, de mes aînés, voire qui étaient dans la police congolaise. Et ça me fascinait quand je les voyais venir à la maison avec leur tenue, avec leurs armes, avec leur garde du corps, du coup. Et j'aimais bien passer du temps avec mon cousin, IATH. Bon, aujourd'hui, il est plus personnel, mais. Et je me disais toujours en grandissant, j'espère qu'un jour je serai policier. D'accord. Voilà. Donc, tu savais rêver grand. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, vu qu'on est là pour ça? Par le début, si tu peux commencer. Mon histoire. Oui. Y a beaucoup à dire. Après, si je devrais commencer étant gamin, Oui. j'ai grandi avec ma mère, on va dire, une grande partie au Congo, un peu dans la rue, dormant de gauche à droite. La plupart du temps, on dort un peu des églises en église. Je pense que aujourd'hui, tout le monde voit un peu, quand on regarde les reportages de ce qui se passe au Congo, on va dire que c'est un peu le parcours que j'ai pu avoir étant enfant avec ma mère. Mon père, lui, il était en Europe. Il s'était remarié, il avait sa vie, on va dire, sa vie. En gros, il s'était reconstruit une autre vie. Et moi, du coup, étant en RDC avec ma mère, on essayait de s'en sortir comme on pouvait, d'église en église. En fait, c'était pas évident. Quand on ne savait pas où aller, forcément, on dormait dans la rue. On essayait de trouver un endroit. J'étais certes petit, mais j'ai encore les souvenirs. Tu avais quel âge? Je parle de tout ça, mais 3-4 ans, ça me revient encore des souvenirs. Ah oui. J'ai encore des souvenirs qui sont encore dans ma tête. Et on grandit dans la rue. La seule chose que une des souvenirs qui m'a beaucoup marqué, c'était en 97. Ça, je n'oublierai jamais. En 97, lorsque. En fait, c'est à l'époque où il y a eu un coup d'État au Congo. Il y a eu un moment donné où on habitait chez mon grand-père, et il y a eu un moment donné où on était chez mon oncle. Après, il y a eu un intervalle où on s'était de nouveau encore retrouvés, toujours dans la rue, d'église en église. Étant dans la rue, en ce moment-là, du coup, il y avait moi, ma mère et une de mes petites sœurs qui avait à peine 3 ans. Il y a eu des militaires, du coup, qui sont arrivés, qui nous ont violemment agressés. En nous agressant, ma mère a été vraiment, vraiment, vraiment frappée d'une certaine façon. Je ne saurais même pas comment le dire. Ouais. Et tu as vraiment tout qui te revient parfaitement? Bien sûr. Alors que tu avais 3-4 ans? Okay. Ma mère a été fortement agressée par ces personnes-là, au point où elle a failli en perdre un œil. Et nous, derrière, à part crier, essayer de le secourir avec nos petits gabarits, on ne pouvait rien faire. Et ça, c'était la première agression. Et quelques temps plus tard, une personne qui nous est très, très, très proche aussi également, toujours dans le même élan, a été fortement agressée. Excuse-moi, je te coupe, mais quand ta mère a été agressée, est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu avais à ce moment-là, en tant qu'enfant? En fait, c'est l'impuissance. En fait, je ne peux rien faire. Ça veut dire, je pense jusqu'à aujourd'hui, je porte encore une des cicatrices
d'un coup de crosse que j'avais reçu d'un des militaires au niveau de la lèvre. Euh, Quand je me regarde dans le miroir, justement, des fois, quand je vois cette cicatrice, je replonge quelques années en arrière de ce que j'avais vécu. Je vois encore ma mère, comment elle se faisait agresser. Elle nous regardait, juste espérant qu'on ne fasse rien. C'était juste ça. Donc, limite, agressez-moi, tuez-moi si vous voulez, mais eux ne le touchaient pas. Donc, on avait beau crier, on était isolés, je m'en rappelle, c'était pas loin d'un lac qu'on appelle le lac Calamou. Tu C'était n'avais pas assez. peur? J'étais enfant, franchement. Tu ressentais Je pas? ne sais même pas si c'était de la peur, si. Je saurais vous dire. La seule chose que je ressentais en ce moment-là, c'est que déjà, on souffrait beaucoup. Vivant dans la rue, on mangeait pas forcément à notre faim, mais on se débrouillait. En tout cas, ma mère, elle se battait pour nous nourrir. C'était une femme qui était très, très, très forte. Et ça, aujourd'hui, c'est mon exemple principal. Quand j'ai vu comment elle s'est battue, il y a des hommes pourtant qui se sont présentés à ma mère. Quand je parle des hommes, c'est des hommes de haute catégorie. Il y a eu des hommes tels que des juges, tels que des magistrats, tels que des grosses personnalités qui ont voulu la marier. Mais ils imposaient des conditions. J'ai envie de te marier, mais ton fils, je ne le veux pas. Ta fille, je ne le veux pas. C'est de moi, toi et toi. Et ma mère, elle refusait. Elle disait, il est hors de question. C'est soit c'est moi avec mes enfants, soit c'est personne. Pourtant, elle avait le choix. On souffrait tellement que si elle voulait se débarrasser de nous, elle aurait pu le faire. Et voir que, en fait, elle s'est battue d'une certaine façon à ce que, en fait, déjà de nous garder près d'elle, de faire en sorte que, peu importe les souffrances, en tout cas, je ne peux pas vous laisser. Et j'irai encore plus loin, c'est que malgré le fait qu'on pouvait dormir des églises en église, ma mère, elle se battait de sorte à nous scolariser. Ça veut dire on allait quand même à l'école, malgré les difficultés, malgré qu'on n'avait pas forcément de toit où habiter. Avant, bien sûr, à un moment donné, d'être logé chez son grand frère, c'était pas évident, mais elle se battait. Des fois, c'était par des petits commerces, des fois, quelqu'un pouvait lui donner peut-être une petite somme pour qu'on puisse manger. Elle nous faisait nous manger, et l'autre argent, elle donnait justement pour payer les Minerva. Le Minerva, c'est de l'argent pour l'école, pour qu'on puisse quand même aller étudier. Et j'étais certes petit, mais c'est des choses qui me marquent énormément. Parce que je serai toujours reconnaissant, jusqu'à aujourd'hui, elle le sait, j'ai toujours été reconnaissant pour ça, parce qu'elle aurait pu mettre fin à sa souffrance C'est ce que en j'allais te acceptant. dire. En fait, on pourrait croire que c'est anodin parce qu'on se dit oui, c'est une maman, c'est normal. Mais Mhm, aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas toutes les mamans mhm, qui sont capables en fait de vraiment choisir leur enfant. mhm. Beaucoup de mamans, surtout quand elles sont dans des difficultés et que de bonnes choses en fait s'offrent à elles, mais qu'on dit juste toi, elles vont se mettre elles en avant et elles vont laisser l'enfant ou les enfants. Donc ça peut paraître anodin en se disant oui, mais c'est normal, mais c'est une maman. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui n'ont pas cet instinct de mère. C'est fou, mais il y en a Exactement. énormément. Je me rappelle même d'une séquence où il y avait eu un homme, c'était un magistrat, en tout cas c'est comme ça que c'était présenté, qui avait accepté ma mère, notamment avec nous. Il nous avait ramené chez lui, je ne sais plus si c'était Bumbu Selemba ou une des communes de Kinshasa. Et, il nous avait recueillis, en tout cas, il nous avait donné un toit où j'habitais avec ma mère. Franchement, on était bien. En gros, pour une fois, on avait vraiment un toit où habiter. À un moment donné, en fait, c'est comme s'il voulait le mettre dans des conditions assez confortables pour qu'elle soit bien. Et par la suite, quelques temps après, il va dire à ma mère, écoute, moi j'ai envie de faire ma vie avec toi, mais je veux pas que ton fils il soit là. Donc en gros, c'est comme si je t'offre quelque chose, tu as profité, tu es à l'aise. Est-ce que tu es prêt, en gros, à laisser tout ça partir avec ton fils, ou bien tu es prêt à rester là et te Ils voulaient la débarrasser de mettre ton dans fils? le confort de vie Tu vois. qu'elle n'avait pas pour en fait pouvoir la garder. Exactement. Et je me rappellerai toujours ces jours-là. Dans le couloir, j'étais dans le couloir entre la chambre et le salon, et il lui parlait, j'étais au salon et j'entendais tout. Et moi, j'étais une personne, j'aimais tellement ma mère, j'ai laissé aucun homme l'approcher. Ça fait que quand je voyais cet homme-là même venir s'approcher de ma mère, je me mettais soit au milieu, ils peuvent s'asseoir sur le canapé, je me mettais au milieu exprès, en gros, les barrières. Et, euh, et lui, ça l'énervait. Et à un moment, quand il a dû dire ça à ma mère, elle n'a pas cherché à comprendre, elle est partie dans la chambre, elle a fait les affaires, elle a dit, je pars avec mon fils. Quelle Elle a femme. dit, je ne le laisserai pas. Quelle femme. Et cet homme-là, il lui disait, non, mais je rigolais, il a dit, non, non, il est hors de question, je pars avec. Et on est parti comme ça, et c'est là où, après, par la suite, on était parti habiter chez mon grand-père. On est parti s'installer. Mon grand-père, même, il était très heureux de nous recevoir. Du coup, on était là-bas. J'ai continué ma scolarité. Elle a continué. Elle a voulu reprendre un peu sa scolarité, vu que c'était assez dur. En ce moment-là, elle a préféré faire un peu son commerce pour pouvoir s'occuper de nous. Et par la suite, mais franchement, c'était pas évident. Ouais. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, même dans la vie, quand je me bats,
quand je pense à ce que j'ai traversé avec elle, je vois tous les sacrifices qu'elle a fait. Et comme je le dis souvent, au fond de moi, je dis, elle aurait pu faire le choix De se choisir. de se choisir, de devenir quelqu'un de meilleur. Surtout avec certains de ces hommes-là, elle aurait pu même voyager, nous abandonner. Mais en fait, elle s'en foutait de s'élever. Elle, ce qui l'intéressait, c'était juste, je restais avec mes enfants. C'est une vraie maman. Et elle me le disait souvent, elle me disait souvent, je sais que je m'en sortirai par toi. Elle m'a dit, c'est ce que Dieu lui a toujours dit, c'est la confiance qu'elle a toujours eue en elle. La foi. Elle m'a dit, même si ça prendra le temps, même si je dois souffrir jusqu'à un certain âge, je sais que je finirai par sourire un jour et ça sera par toi. Il m'a dit, c'est un sacrifice, mais si j'ai été gardé, c'est que je l'ai voulu. Et si je l'ai voulu, c'est que je dois porter cette responsabilité-là jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle m'a toujours montré jusqu'à ce jour, quand ça ne va pas. Des fois, je peux être là, ça ne va pas, elle va le ressentir, elle va m'appeler, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est quelque chose qui va me faire chaud au cœur. Et on va en discuter, elle va me conseiller, elle va prier pour moi, on va s'encourager. Cette relation, elle est toujours restée jusqu'à aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, je serai toujours reconnaissant. Franchement, quelle femme. Quelle femme et quelle maman. Tu me disais tout à l'heure, juste après ce que vous avez eu avec votre maman, quand vous étiez, vous dormiez d'église en église. Je t'ai coupé, mais tu allais me raconter un autre événement. Oui, donc ce que je disais, c'est que quand on dormait d'église en église, quelques séquences plus tard, c'est qu'il y a eu une personne proche, famille toujours, qui, à un moment donné, en fait, a été confrontée toujours dans le même le fait d'être dehors, en fait, a été victime d'agression sexuelle. Ouais. Et en cette époque-là, comme je dis, c'est toujours en 97, en fait, on s'est senti impuissant face à cette situation-là. Ça veut dire, tu es là, tu vois quelqu'un de très proche de toi en train d'être abusé par plusieurs militaires à tour de rôle. Ils le tiennent, ils l'attachent. Et c'est pas que ça, c'est que à côté, il y avait une petite fille qui était à côté, qui avait à peine 3 ans. Et tu vois aussi de tes yeux comment la petite fille aussi, ces militaires-là sont en train de la violer, alors qu'elle a que 3 ans. Et je me rappellerai parce qu'avec un de mes cousins qui était à côté de moi, qui avait le même âge que moi, en regardant ce qui s'est passé, en fait, on voulait les défendre. Mais on était que des gamins, on n'avait même pas 5 ans. Donc on était là, avec quelle force? En fait, ils vous ont fait regarder ça. On se regardait. Nous, on essayait de se débattre un peu pour s'échapper de leurs mains, pour justement venir, en fait, le séparer. Bon, arrêter le viol, tout simplement. Entendre des cris, non, c'était pas possible. Mais on se sentait impuissant, en fait, on se sentait impuissant. C'était difficile. Et on était là, tu vois la maman en train de pleurer, tu vois la petite fille en train de pleurer, tu te sens impuissant et eux, ils sont là en train de se réjouir à tour de rôle, chacun. Et à dire que parmi ces militaires, il y a aussi des militaires qui étaient enfants. À l'époque, on les appelait des Kadogo. Donc, c'est-à-dire même ces militaires-là, des enfants-là, eux aussi, ils viennent, ils abusent aussi. C'est-à-dire ils tournent à tour de rôle. Et un de mes cousins avec qui j'étais justement, en cherchant à intervenir, un des militaires n'a pas hésité à lui mettre une balle dans la tête. Et quand il a mis une balle dans la tête, il est tombé en fait dans mes bras. J'étais là juste, je le regardais. J'avais du sang partout. Et de l'autre côté, tu entends des cris. Mais eux, ça les amusait. Ils rigolaient. Tu voyais qu'en fait, ils étaient habitués à faire ce genre de terreur. Et là où j'étais, en fait, j'étais terrifié à la fois. Et je ne sais même pas quel sentiment je pouvais avoir. J'étais qu'un enfant. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu as ressenti? La colère? Je sais même pas si je pouvais ressentir de la colère, de la tristesse, de la peine. Je pense que tu devais peut-être même pas comprendre. En fait, c'était plus de la traumatisme qu'autre chose. Et quand ils avaient fini de faire ce qu'ils avaient à faire, tout simplement, ils sont partis en ricanant. Et le pire, c'est après avoir fini, il y en a un qui s'est permis d'uriner sur la petite fille, au sol. En fait, c'est les traumatismes en fait, qui restent. Ça t'a laissé un traumatisme, c'est sûr. Excuse-moi, mais ça me touche ton histoire. Après, ils sont partis. On était restés là en petit groupe, criant. Personne ne pouvait venir. Et on a marché un peu plus loin. On a croisé. C'est comme des containers. C'est des Croix-Rouges qui sont là. En gros, c'est eux qui viennent en aide à les gens, puisque nous, on n'a pas les SAMU forcément, on n'a pas les pompiers, mais c'est plus des Croix-Rouges qui venaient souvent en aide à la population quand il y a des catastrophes ou autres. Et c'est eux qui avaient pris en charge. Après, certains d'entre nous ont été transportés
à l'hôpital, Mama Yembo, il y en a à gauche, à droite, etc. Mais c'était pas facile. Et comment est-ce qu'en fait tu perçois la vie après ça? Comment, en fait, quelle image même tu as de la vie et est-ce que tu penses même pouvoir t'en sortir? Parce que même si tu as 5 ans, je pense qu'il y a tellement de choses qui doivent se passer. Est-ce que tu perds espoir en l'humain? Est-ce que tu détestes les adultes? Est-ce que... En fait, ça t'est détruit intérieurement. Surtout que moi, je suis le genre de personne. euh, j'ai grandi, enfin, j'étais enfant, je passais moi H24 avec ma mère. J'ai passé mon temps avec ma petite sœur. C'est-à-dire, voir une femme se faire violenter. J'étais enfant, mais c'est. Vous savez, il y a une phrase que ma mère elle m'a toujours dit. Quand par exemple, elle a vécu certaines violences dans la rue, quand on se parlait, elle me disait toujours, je ne vais jamais entendre un jour que tu as levé la main sur une femme. Je ne vais jamais entendre un jour que tu as commis un viol sur une femme. Il m'a dit, regarde certaines choses que moi j'ai vécues. Je ne veux pas que toi tu fasses la même chose à d'autres. Parce que quand tu vois ce que moi je subis et comment ça m'a détruit intérieurement, tu sais ce que cela peut produire dans la vie d'une personne. Et j'étais qu'un enfant, 5 ans. Et je vous assure que ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup gardé en fait en grandissant. Parce que je sais qu'en grandissant, euh, étant jeune, je pouvais sortir avec des filles. Je prends un exemple bête, hein, je pouvais sortir avec des filles. Mais si par exemple, il arrivait des fois des situations où tu es avec une fille, tu as envie de coucher avec elle par exemple. Des fois, il y a cette voix-là de ma mère qui pouvait me venir en tête qui faisait que ben, j'arrivais pas. Et j'étais bloqué. Ça faisait que ça m'est déjà arrivé. Ce que je dis, c'est certes, c'est des choses intimes, mais où je suis là, par exemple, dans une pièce avec une femme, elle est nue, mais je lui demande de se rhabiller. Parce que j'ai cette voix-là de ma mère qui revient, il y a cette méfiance qui arrive, il y a en fait, certaines choses qui arrivent qui font que ben, j'arrive pas et je me dis non, c'est hors de question. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait à l'enfant que tu étais à l'époque? Étant enfant, la seule chose que je sais, c'est que le petit frère à ma mère, tonton JP, lui aussi est décédé en 98-19, il me disait souvent, lui il travaillait dans la Croix-Rouge. Et c'était une genre de personne à beaucoup aider les gens. C'est une des raisons pour laquelle il est mort, même en aidant les gens. Et il m'a souvent dit, tout ce que tu traverses aujourd'hui, tout ce que tu as traversé avec ta mère, doit être une force pour toi demain, pour pouvoir aussi aider les autres pour qu'ils ne puissent pas traverser ce que toi tu as vécu. Étant enfant, en fait, moi, c'est des choses qui... En fait, j'avais beaucoup de la colère. Quand je dis de la colère, dans le sens où, quand je voyais un militaire passer, j'avais limite envie... En fait, j'ai généralisé. J'avais limite envie de prendre une pierre, lui jeter dessus. Parce que je me disais, ce sont des gens qui ont déjà fait du mal à ma famille, à ma mère, à ma tante, à mon cousin, à ma sœur. Et j'en voulais à tout le monde. J'en voulais tellement à tout le monde qu'il y a des choses, ça passait plus. Et à un moment donné, ma mère a vu que, en fait, moi j'étais une personne, je rigolais beaucoup avec ma mère, je parlais beaucoup avec ma mère. En fait, à cause de certaines choses, j'ai commencé à m'enfermer, je parlais plus trop. Je m'exprimais moins. Et c'est là où ma mère, elle s'est dit, non, si je reste longtemps avec elle, avec tout ce on subissait, elle a dit, elle ne sait pas si, qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc ma mère a pris la décision de rentrer en contact avec la grande sœur de mon père, de chercher mon père pour qu'il me fasse venir en France. Et c'est comme ça que par la suite, ben, la grande sœur à mon père m'a pris en charge, si je me rappelle, en Ton 99. père était déjà en France, c'est ça? Lui, il Pendant habitait que déjà en France. vous étiez au Congo. Ouais, exactement. Ok. Et c'est là où ben, sa grande sœur m'a pris en main. Je pense que j'ai dû faire quoi, 6, 7, voire 8 mois avec elle. Ouais. Elle a commencé après, sa grande sœur, c'était une personne bon, qui avait ses moyens, etc. Les business, des commerces à gauche, à droite, elle voyageait. Donc elle m'a pris en charge. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire, ils ont fait les démarches pour que je vienne en France. Et 29 février 2000, c'est là où ben, je suis venu en France. T'étais dans quel état quand t'es arrivé? Enfin, tu te sentais comment? En fait, quand t'as quitté le Congo, déjà, tu te sentais comment? Déjà, me séparer de ma mère, déjà, c'était Bah une oui. destruction intérieure. Parce que je pouvais vivre avec personne d'autre qu'elle. Déjà, en étant au Congo, déjà, on m'a séparé d'elle pendant presque 8-9 mois. Où je vivais du coup avec ma tante, la grande sœur à mon père. En vivant avec ma tante, quand j'allais à l'école, ma tante me donnait l'argent de transport, en gros l'argent pour prendre le transport pour aller à l'école et rentrer.
Ben, quand elle me donnait l'argent, ce que je faisais, c'est que je mettais l'argent dans ma poche. Cet argent, je donnais à ma mère. Je disais à ma mère, non, garde-le, c'est pour toi. Et je parle de ça, j'avais peut-être 7 ans. 6 ans, 7 ans. Donc ça fait que cet argent, je donnais à ma mère. Non, maman, tiens, garde pour toi. Et je rentrais les soirs comme ça, je mangeais même pas. Et à chaque fois, c'était pareil. Des fois, ma tante en question, elle donnait l'argent à une personne, donc à une autre de ses sœurs, pour que sa sœur puisse me remettre de l'argent. Peut-être elle va donner, je prends un exemple de $50, l'équivalent de 50 euros, peut-être à sa sœur pour me donner. Sa sœur, au lieu de me donner 50 euros, peut-être elle va me donner 5 euros. Et il va me dire, vas-y, pars, débrouille-toi avec ça. Et je devais fermer ma bouche, je n'ai rien dire à ma tante. Donc je fermais aussi ma bouche. Même si j'avais les $5, je donnais comme ça à ma mère. Quand j'avais 50, je donnais. En fait, tout ce qu'on me donnait, je donnais à ma mère. Et je mangeais même pas. Je sais que quand je rentrais là-bas, là-bas, je mange, on s'occupe de moi, donc tout se passe bien. Donc je donnais à ma mère. Je disais, tiens, toi, tu en as plus besoin que moi, etc. Et pendant les 8 mois, c'était quasiment comme ça tous les jours. 7 ans. Tu vois. Et je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour moi, c'est aussi une façon de lui rendre tout ce qu'elle m'a apporté. Parce que je sais qu'elle habitait chez mon oncle. Chez mon oncle, elle ne travaille pas forcément. Même si elle travaille, au Congo, c'est assez difficile, ne serait-ce d'atteindre $20 en une journée en travaillant. À savoir que $20, c'est limite les salaires de certains en un mois. Donc ça me permettait de lui donner. Elle aussi, ça l'aidait, ça lui a permis de monter certains commerces. Au moins, vendre de la nourriture qui lui permettait d'avoir de l'argent, scolariser ma petite sœur de l'autre côté, s'en occuper, etc. Et ça l'a permis, quelques temps plus tard, de prendre aussi son logement. Et je me débrouillais comme je pouvais. Et quand il a fallu que je quitte le Congo pour venir en France, pour moi, c'était une déchirure. Je me souviens encore de la séparation à l'aéroport de Njili. J'avais été accompagné par le frère Patrice, qui est un pasteur au Congo, qui nous avait accompagnés jusqu'à l'aéroport. Et après, à partir de là, moi, d'ici, mon père, ma tante, d'autres personnes m'ont récupéré pour venir. Et quand on t'a dit que tu allais aller en France, tu étais d'accord? Intérieurement, j'étais pas trop, je vais pas dire j'étais d'accord et pas d'accord, dans le sens où, en fait, j'avais même pas mon choix à faire. Ouais, t'avais pas ton mot à dire. J'ai pas le choix parce qu'à ce moment-là, il y avait une rumeur qui circulait partout, comme quoi dans des militaires passaient dans chaque parcelle, prenaient tous les garçons des plus de 7 ans pour les enrôler dans l'armée, des choses comme ça, etc. Et ça fait d'ailleurs partie d'une des raisons pour laquelle ma mère aussi a fait en sorte, justement, que ma tante puisse me prendre directement pour que, en plus, je puisse pas partir à l'armée. Pas que demain, moi j'ai un ami à moi, Brice, avec qui j'étais à l'école. Lui, par exemple, il avait été enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai même plus de nouvelles. Il avait été enlevé pour devenir enfant soldat et il a disparu. J'ai perdu tout contact. J'avais un autre de mes amis, Glody, pareil, disparu. C'est-à-dire plus de nouvelles, plus rien. Et il avait cette peur-là par rapport à moi. Il s'est dit, écoute, je sais que les militaires n'iront jamais chez ta tante parce que, voilà, ta tante, vu qu'ils avaient leurs moyens, etc. Ils habitaient dans une grande villa, donc là-bas, j'étais tranquille. Et c'est une des raisons que je suis parti là-bas, qui ont fait les démarches avec mon père après par la suite pour me faire venir. Donc en gros, quelque part, c'est comme si j'avais pas le choix. Mais ce qui était dur, c'était juste la séparation, quitter ma mère, quitter ma sœur, quitter mon grand-père, une personne qui m'était très, très, très chère. C'était très difficile. Mais je sais que quelque part aussi, j'étais content. Je me dis, je connaissais pas forcément mon père. Je l'ai vu 2 ou 3 fois quand il venait au pays, mais je ne connaissais pas en soi, c'est-à-dire passer du temps vraiment. Quelque part, je me disais, c'est un canal, un moyen d'écoute, de rencontrer mon père. J'avais un grand frère, l'aîné de ma mère, du coup, il était venu très jeune, du coup, ici en France. C'est-à-dire, je l'ai pas connu, en tout cas, je n'ai pas du tout des souvenirs. Je me suis dit, écoute, ce sera un moyen, un canal de voir mon frère. Et je sais que mon père, il avait d'autres enfants, voir d'autres frères et sœurs, etc. Donc, quelque part. Je pense pour ta maman aussi, ça l'a rassurée que tu partes. Elle, ça lui rassurait. En fait, elle, c'était une charge. C'est pas, je dirais pas, j'étais pas une charge pour elle, mais c'est un souci en moi. Mais oui. Parce qu'elle se dit, il est en Europe, certainement il va s'en sortir, il va faire des études, et puis voilà. Et toi, je pense que le fait de voir un peu ta maman rassurée aussi, c'est ce qui fait que tu t'es. Oui, ça m'a pesé quelque part. Mais à ton jeune âge, tu étais responsable. Hein. Tu te sentais responsable de ta maman? Bien sûr. Déjà, voir comment elle s'occupait de moi, j'avais qu'une envie, c'est pareil. En Afrique, de façon générale, voire au Congo, tu deviens vite entrepreneur étant petit. À 4, 5 ans, tu es déjà débrouillard. Ça veut dire que tu cherches un moyen de... Des fois, je me rappelle encore, j'avais un ami à moi, on avait 6 ans. Lui, tout le matin, il allait acheter du pétrole, il vendait du pétrole pour le vendre dans les lampadaires. C'était notre façon de vivre. Voilà.
C'était, ou sinon, on allait acheter des sacs de congélation. On prenait de l'eau, on mettait dans les sacs de congélation. En fait, on faisait bouillir de l'eau pour tuer les microbes, etc. Après, on les mettait dans des sachets, on fermait, on mettait dans les congélateurs. Et la journée, tu le mettais dans une bassine, tu allais vendre pour ramasser un peu d'argent. Ou souvent, on connaissait un peu les gens qui fabriquaient du pain. Moi, mon oncle, il avait des machines à gaufres. Des fois, on faisait un peu les gaufres, tout ça, on mettait dans des petits sachets, on allait vendre. Ou sinon, c'était des cacahuètes, on les mettait dans, comment ça s'appelle, des enveloppes, des journaux déjà. Tu prenais l'enveloppe, tu faisais comme un petit récipient, tu mettais des cacahuètes, tu pliais, tu vendais aux gens. En fait, on est entrepreneur très vite parce qu'il faut, en fait, tu vends, il faut t'en sortir. Vous êtes débrouillard, mais vous n'avez pas d'enfance quand même. Malheureusement. Moi, je me rappelle derrière chez moi, ma mère, quand elle préparait, par exemple, les pondos, je prenais les tiges des pondos. J'allais derrière chez moi, je remuais la terre. Je les mettais dans la terre avec les matembele, c'est des légumes de chez nous. Je les mettais comme ça, en fait. Je les arrosais tous les jours. Tu le prenais, on coupait les tiges, on donnait, on remettait encore des nouveaux, ça repoussait. C'est-à-dire, l'agriculture, en fait, tout ça, on était habitués. Et pourtant, j'étais qu'un enfant, on faisait que ça. C'était un moyen pour nous de nous nourrir, de s'occuper de nous et on n'avait pas le choix. Et quand tu es arrivé en France, qu'est-ce que tu as ressenti? Là, j'arrive à un pays étranger. Tout a l'air différent. Juste l'air que tu respires est totalement différent. Tu regardes autour de toi, tu es fasciné déjà par... déjà, j'arrive la nuit, la lumière, les éclairages. Tu regardes à gauche, à droite. En fait, tu es surpris. Comme certains aimaient bien dire, le blédard, il vient d'arriver. Tu es surpris. Et je me rappelle, on a traversé Chamonix, on est passé vers le Stade de France, on nous montre les stades, tu regardes, ça n'a rien à voir avec les stades Camagno, là, tu es là, les stades de chez nous, tu te dis, waouh, ça a l'air très grand. En fait, tu te sens illuminé par tout ce que tu vois. Et tu as l'impression de les voir même tout en grand. Et puis, t'es impressionné? Oui, tu es très impressionné. Tu es très impressionné. Après, j'étais gamin, donc certainement, tu es impressionné par tout ce que tu vois. Puis j'arrive chez moi et je découvre du coup là où les lieux où on habite. Je découvre mon grand frère, c'est un grand athlète d'athlétisme qui a remporté beaucoup de trophées, que ce soit sur la scène nationale, régionale, internationale. On me dit que ton frère, en tout cas, il a été champion, etc. Bon, je suis fasciné, je découvre mon grand frère, je suis tout content, enfin, c'est lui mon frère. Et en fait, je suis content. Tu vois. Sauf qu'en ce moment-là, pour moi, en fait, en gros, je recommence une vie à zéro. Sauf que la différence, c'est que tu arrives dans une famille où c'est à toi de t'intégrer. Et c'est ça qui est difficile. Parce que tu arrives dans une famille, et ça, c'est des choses, étant petit, tu ne l'extériorises pas, tu ne le montres pas, mais intérieurement, tu essaies en fait de te faire ta place. Sauf que pour faire ta place, ce n'est pas forcément évident. Même si avec mes petites sœurs, parce que du coup, c'était plus mes petites sœurs avec qui on avait un rapprochement d'âge, et puisqu'on avait tous l'écart juste de 1 an, et avec eux, on a su se familiariser assez facilement. Avec les plus grands, c'était pas évident. Donc, tu arrives dans un foyer où tu vois ton père, du coup, il y a une autre maman, on t'a dit, il faut l'appeler aussi maman. En fait, c'est tout. Après, dans notre culture, on a une facilité à appeler maman. Parce que dans notre culture, quand il y a telle personne, tantine, maman, donc il y a une facilité. Donc, de ce côté-là, encore, ça va. Mais. T'as pas ressenti une injustice de te dire que toi, tu avais traversé tout ça, tu avais déjà vécu tout ça à ton âge? En fait, ça arrivé quelques années plus tard. En fait, vu que j'étais enfant, je ne voyais pas encore ça. En fait, pour moi, je voyais juste quand t'es arrivé, je pense la nouvelle vie. Je suis là, on te dit, mais si t'as faim, on te montre le frigo, ici, tu peux te servir. Tu arrives, tu vois, on te montre des gros bouteilles de jus, tu n'as jamais connu. Tu as dit, ici, nous, on a des petites bouteilles de coca. En fait, ici, c'est des grosses bouteilles. En fait, tu es fasciné par tout ce que tu vois. Si tu as besoin, là, c'est le cajubi, tu peux te servir à manger, à des gâteaux. Le matin, tu prends des petits déj, à midi. En fait, tu te dis, mais ça n'avait rien à voir avec la vie que j'avais. Sauf que quand je suis arrivé, et en même temps, j'arrive, je me souviendrai toujours de cette phrase, mon grand frère, il me dit, écoute, t'es arrivé ici, juste fais attention à toi. Pourquoi? Parce que tu arrives dans une ville où malheureusement, la ville où j'avais atterri à Étampes, il y avait beaucoup malheureusement des histoires. Par exemple, des Congolais avec les Arabes, des Maghrébins ne s'entendaient pas forcément. Un petit groupe, par exemple, des Antillais aussi avec les Congolais. En fait, c'est comme si c'était les Congolais contre la terre entière. Et on me dit, fais attention. D'accord. Parce qu'ici, les Congolais, personne ne les aime. Fais attention, c'est cela. Maintenant, moi, j'arrive, je dis, écoute, on va essayer. Et ma mère, elle m'a toujours dit, si quelqu'un t'embête, tape la personne d'abord. Après, tu discuteras. Parce que si tu discutes sans avoir tapé,
c'est fini. Parce qu'à partir du moment où tu as discuté, tu pourras plus taper. Normalement, tu sais, Et on va dit dire l'inverse. que. Après, on va dire, tu as un boulot, ou je sais pas quoi. Mais non. Mais Si non, quel- mais là, tu sais, normalement, c'est l'inverse. On dit Non. d'abord, tu discutes et ensuite, Nous, on a grandi dans un pays où c'est. Les d'abord, Congolais, tu ils aiment tapes. beaucoup se Ouais, ensuite, tu disputer. discutes, ouais. Les Congolais, ils aiment beaucoup se disputer. Mm. Mais quand ils se disputent, finalement, il n'y a rien. Ouais. Donc, ma mère m'a toujours dit non. Quelqu'un t'embête, tu le tapes. Et après avoir tapé, là, tu peux enclencher une discussion. Mm. Il a dit c'est mieux. Comme ça, la personne sait déjà, il te connaît déjà de ta folie. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé dans ma tête, je me suis dit, Oui. bon, La je guerre. garde au moins ça, c'est des moyens de Ouais, survie. ouais. Et mon frère aussi me dit pareil. Il me dit, eh, quand tu arrives ici, tu ne laisses jamais faire. Même si une personne te regarde dans les yeux, même s'il est plus fort que toi, garde toujours les yeux fixés. Donc, je suis arrivé en fait, j'arrive en primaire, Jean de La Fontaine, tout ça. Et L'école, ça se passe bien pour t'adapter et tout ça. ben justement, le premier jour, déjà, Ouais. je me suis ridiculisé. Pourquoi? Là, le premier jour, j'arrive. Parce que mon père, il me dit. D'ailleurs, mon père, il voulait que je sorte beaucoup dehors. Mm. Il me dit, traîne un peu beaucoup avec tu vois, des enfants que tu vois, regarde la façon de parler, tu t'exprimes. Je rappelle, et quand il parlait français, il parlait trop vite. Donc, moi aussi, bon, heureusement, je suis allé à l'école, ça veut dire que je savais déjà un peu parler français. Donc, j'arrive, quand je les entends parler vite, moi aussi, j'ai envie de faire comme eux. Salut, ça va? Tu vois, je commence à parler vite. Et sauf que chez moi, ben, tout le monde se moquait de moi. Mm. Mais c'était une façon de m'adapter. Et sauf que j'arrive à l'école. En fait, quand je suis arrivé à l'école, on m'a tout de suite mis en CE2. Normalement, habituellement, j'aurais dû être en CE1. On me met tout de suite en CE2. En CE2 avec les plus grands. Après, finalement, par rapport à l'histoire géo, il y a des choses. En fait, en français, en maths, tout ça, j'étais très fort. Mais tout ce qui est histoire géo, d'autres matières, du coup, ben, je ne connaissais pas forcément, vu que j'étais pas assez faible. Ils ont dit non, finalement, il faut le mettre en CE1 parce que, voilà, il faut. En fait, ça va créer un déséquilibre, au moins pour tout ce qui est l'histoire de la France. Il faut que. Donc, on me redescend en CE1. Et quand j'arrive en CE1, des fois, le maîtresse, je me souviens encore de son nom, madame. Elle va donner un exercice. Ah ben tiens, des mathématiques. Les autres, pendant qu'ils sont en train de peut-être faire des tables de multiplication à 2. Moi, je suis déjà table de multiplication à 4. Jusqu'à là, ils ont dit, ah non, ça se voit, lui, c'est un présumé, on a dû baisser son âge. Non, c'est pas normal. Il est trop avancé. Et du coup, ça fait que de CE1, CE2, SAM1, SAM2, jusqu'en quasiment 6e, 5e, j'ai quasiment toujours été premier de ma classe. Parce que Tu travaillais bien à l'école. voilà, je travaillais très bien. En tout cas, au niveau de la classe, ça se passait super bien. Et mes premiers jours, quand je suis arrivé à l'école, non, c'était délicat. Parce que, du coup, il y a le français, il y a la langue de la rue. Et moi, la langue de la rue, je ne connais pas. Je me rappelle, ce jour-là, il y a une personne qui vient En fait, il vient me saluer. Il était d'origine maghrébin. Il vient me saluer, il me dit « Ah, wesh, mon gars ». Maintenant, moi, quand il m'a dit « wesh », j'ai compris que c'était une insulte. Parce que je ne connaissais pas. Ouais. Maintenant, moi, je dis quoi? Et boum, je le tape. Après, quand je tape, maintenant, après, il faut discuter. Ouais. Après, il dit, mais comment ça, toi, tu viens, tu commences à m'insulter? Et là, tous mes autres potes qui étaient congolais et qui sont morts de rire, je dis, mais t'es fou. Il m'a dit, mais non, ouais, ça veut dire bonjour. J'ai dit, mais vous aussi, il faut expliquer correctement. Vous. Donc, les premiers temps, finalement, ça va, tu t'adaptes. En fait, je me suis adapté. D'ailleurs, même cette bagarre, ça m'a aidé. Parce que du coup, personne ne voulait m'embêter. Bah oui, ils se sont dit, automatiquement. Alors lui, oui, là, il faut le laisser tranquille. Au contraire, là, maintenant, tout le monde venait traîner avec moi. Non, lui, ça se voit, c'est vraiment quelqu'un qui cogne, donc il faut être avec lui. Tout le monde voulait traîner avec moi. Même certains, même ceux qui étaient en SAM2 voulaient traîner avec moi. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci, on va. Moi, je m'en foutais, donc je lui dis tant que. Mais j'étais une personne, j'étais très solitaire. Mais quand il y avait des problèmes, bah, après, j'accompagnais quand il faut accompagner. Et tu t'entendais bien aussi avec ton père ou pas? Quand je suis arrivé en France, justement, en arrivant à la maison, je découvre en fait mon père était gravement malade. Tu vois, et là, je découvre qu'elle était gravement malade et ça fait partie aussi des choses où je lui en ai beaucoup voulu, quand je suis la raison. En fait, on m'apprend que non, en fait, ton père, s'il est malade, parce qu'en 99, on m'explique que mon père, il a fait une tentative de suicide. Aujourd'hui, il est là, il continue à se battre, malgré la santé qui le dérange. Il t'a expliqué? Et moi, oui, après, il nous a expliqué, c'est des petits problèmes familiaux en interne qui ont fait que ça l'avait touché, c'est pour ça qu'il en avait marre. En plus, les hommes, parfois, ils traversent des périodes tellement compliquées, ils sont tellement seuls aussi qu'ils peuvent vite passer à l'acte, en fait. On s'en rend pas compte, mais on minimise beaucoup, en fait, quand même, la douleur de l'homme. Énormément. Et moi, ça m'avait marqué. Parce que quand je l'ai su, et je l'ai su justement où? À l'école. Parce que à l'école, quand à un moment donné, j'ai dû m'embrouiller avec une personne qui venait d'un autre quartier, qui me dit, ouais, mais de toute façon, chez toi, vas-y, ton père, nanani, je sais pas quoi. Et j'ai dit quoi? Et j'ai tapé la personne. Et en rentrant chez moi, quand j'ai voulu poser les questions, on n'a pas voulu me répondre. Et c'est quelques années plus tard, quand je suis parti à l'église avec mon père, en fait, il est parti justement à l'église témoigner justement de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et en témoignant, c'est là où il parle de ces fameuses histoires où que c'est grâce de Dieu, que plusieurs hommes de Dieu venaient prier pour lui, etc. Et en fait, c'est là où je découvre en fait pourquoi il avait voulu se suicider, pourquoi en fait il était malade.
Et ça m'avait intérieurement beaucoup marqué. Je me suis dit, ah, ok. Et je l'en ai voulu. Je me suis dit, en fait, ça veut dire, en gros, malgré tout ce que j'ai vécu avec ma mère déjà, qui était délicat, en fait, j'allais jamais connaître mon père. Et ça m'avait fait, en fait, ça rajoute encore plus de colère intérieurement au fond de moi. Et qui fait que, même au niveau de la rue, si je me battais beaucoup, en fait, c'était une façon pour moi d'extérioriser toute la colère que j'avais. Et du coup, ça faisait de moi quelqu'un de très agressif. C'est-à-dire, la bagarre, en fait, c'était une façon en fait, de me libérer de tout ce que j'avais. D'accord, parce qu'à un moment donné, tu as basculé, tu es devenu en mode bagarreur. Non, en fait, quand je suis arrivé en France, j'étais automatiquement dans ça. À partir du moment où j'arrive, on me dit que ici, il y a des problèmes communautaires, il y a des problèmes ceci, cela, etc. Et pour moi, ça veut dire, le seul moyen de s'imposer, c'est commencer à taper tout de suite. Okay. J'ai dit, au moins, tout le monde te laisse tranquille. Et c'est ce qui s'est passé dès l'école primaire. Après, quand je suis arrivé au collège, des fois, ça arrivait à des troisièmes qui m'embêtaient. Ce qui avait choqué les gens, à un moment donné, quand j'ai dû taper un troisième qui était très respecté dans... Tu les as traumatisés. Et c'est là où les gens ont dit, mais attends, mais lui, ça se voit, c'est un présumé, il a pas cette âge, c'est pas normal. Et aujourd'hui, la taille que vous me voyez là, c'est la même taille que j'ai depuis CM2. C'est-à-dire, je faisais déjà cette taille. C'est-à-dire, j'ai grandi trop vite. Bah oui. Donc pour les gens, non, lui, c'est pas normal. Au point où je me rappellerai, c'est comme ça même que j'ai commencé à faire du foot. Du coup, les gens d'autres quartiers, quand ils sont venus, mais toi, t'es en 6e. Ah, mais en plus, t'aimes bien la bagarre. Regarde, nous, on embrouille. Les histoires d'Erix. On en embrouille contre les gens de telle ville, Arpajon, Dourdan, un tel. Victor, t'aimes bien la bagarre. Mais viens jouer au foot avec nous en club. Comme ça, quand il y a des trucs, si jamais ça part en bagarre, t'es là. Et c'est comme ça, en fait, je me suis inscrit au foot. C'est même pas parce que j'avais envie d'être passionné du foot. C'est par rapport à la bagarre à la base. Là, je me retrouve au foot. Et là, c'était d'autres choses. J'arrive au foot. Déjà, là-bas, j'étais censé être en Benjamin. En Benjamin, on est en plein tournoi. Je challenge des étoiles à Étampes. On me donne la balle. Je courais tellement avec la balle sans lever ma tête que j'ai sorti de terrain. Les gens me regardent, je regarde comme ça, j'ai la honte. J'ai dit, oh, les coachs, tu me fais sortir. À un moment, des fois, de la défense, je peux tirer la balle, j'ai marqué. En fait, c'était n'importe quoi. On m'a dit, t'as rien à faire ici, on m'envoie en 13. J'arrive en 13, on me dit, mais en fait, t'as rien à faire ici, autant que tu ailles en 15. Je faisais du foot. Pas parce que je voulais devenir professionnel, je faisais du foot juste parce que mes potes me l'ont demandé, parce que des fois il y a des bagarres, parce que des fois il faut représenter sa ville, s'il y a une bagarre, faut pas. Moi c'était juste pour ça à la base. Sans savoir derrière tout ce qu'en fait c'était des gens, des portes que ça ouvrait, etc. Donc c'était un peu c'est un peu comme ça que les choses ont pu se faire. Est-ce que quand tu es arrivé, est-ce que ta famille savait ce que tu avais vécu? Est-ce que tu en as parlé même à des amis ou personne n'a su? Jamais parlé avec ça. La première fois que j'ai dû parler de tout ça, c'est en 2012. J'ai même envie de dire limite 2013. Tout ce que j'avais vécu, c'est limite des choses qui sont restées entre ma mère et moi. Ton père ne le savait pas non plus? Pas du tout. Ça veut dire je peux avoir des fois des comportements, je pouvais être violent, je pouvais agir en mauvais ou faire mes bêtises, mais personne ne savait réellement ce qui pouvait me pousser. Et je ne le disais jamais. Et c'est juste mon père, il savait que j'étais très colérique parce que quand j'explose, en fait, j'ai l'habitude de mettre des coups de poing dans le mur. Je vais mettre des coups de poing dans mon placard, je vais casser les placards, ça met des trous dans le mur parce que je suis... Mais oui, en fait, tu avais trop en toi, tu ne te rends pas compte. Mais en fait, je n'extériorisais rien du tout. J'ai gardé tout en moi. Et je pouvais pas... pour moi, c'était trop sacré, c'était trop... je pouvais pas. Tu pouvais pas en parler? En tout cas, de la situation dans le stade où j'étais, je pouvais pas en parler. C'est quelque chose déjà... aujourd'hui, je peux en parler comme ça. Mais vous m'aurez peut-être demandé 3-4 mois en arrière de parler comme ça, je pourrais pas. Oui, j'en parle souvent lors des conférences parce que je vois qu'en face aussi, ça aide énormément des personnes. Okay. Et des fois, qui viennent me voir, ah, mais comment t'as fait, aide-moi, conseille-moi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est important d'en parler. Mais sinon, en fait, je commence à parler de ma situation et je vais en pleurer moi-même. Pourquoi? Parce que, pas en pleurer parce que ça me fait de la peine, mais je vais en pleurer de colère. De colère. Et quand j'en pleure de la colère, la seule chose que j'ai l'habitude, j'ai un sac de frappe chez moi. Des fois, je l'accroche dans mon garage, à l'extérieur, je vais aller me lâcher dessus. Je vais aller commencer à taper comme ça, je tapais comme ça sans les gants, je vais me lâcher, je vais me fouler, histoire de dégager en fait tout ce que j'ai. Mais tu étais en colère contre qui? Contre le monde, je vous assure. C'est vraiment contre le monde. Quand je dis contre le monde, c'est parce que pour moi, mon enfance, c'était ma mère contre tout le monde. Parce que je n'ai vu, en dehors bien sûr des églises qui pouvaient nous ouvrir la porte, qui pouvaient nous aider, je n'ai vu pour moi personne peut-être un jour venir nous aider au travers de ce qu'on vivait. Et quand on criait, je n'ai entendu personne dire « Ah, on va aller les aider ».
quand on se faisait agresser, j'ai entendu personne dire « Ah, on va aller les aider ». Donc, c'était vraiment contre le monde. Ça veut dire que j'étais une personne... Sur ça, je suis de nature très solitaire. Des fois, je dis aux gens... Il n'y a pas longtemps, une personne me disait « Ah, c'est toi, t'es bien ». Ça se voit même dans tes réseaux, même si tu es suivi, mais ça se voit que tu es une personne... tu as beaucoup de gens autour de toi. J'ai dit « Ouais, j'ai de la famille, c'est vrai. Mais intérieurement, je suis solitaire. » Solitaire, pourquoi? Parce que c'est ma nature. J'ai dit aujourd'hui, tu m'enlèves, je sais pas, vous m'enlevez les associations, vous m'enlevez peut-être ma vie professionnelle. Et là, vous allez retrouver une personne tout seul. Aujourd'hui, vous pouvez me voir, peut-être je parle avec les gens, peut-être par les canaux de la vie associative, par rapport aux actions que je mène, les combats que je mène. Mais vous m'enlevez tout seul, je suis une personne solitaire. J'ai pas d'amis. J'ai dit, c'est comme ça que je suis. Est-ce que lorsqu'on traverse ça en tant qu'enfant, on arrive à faire confiance à l'être humain à nouveau? Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce qu'en réalité, tu ne sais pas de quoi l'être humain est capable. Je prends souvent la situation qui m'a surtout fait perdre justement cette confiance en l'être humain. C'est qu'à une certaine époque, j'étais en couple, par exemple, avec une fille avec qui j'avais fait plus de 5-6 ans. Et cette fille, je voulais la marier. Et quand j'ai voulu demander justement la main à cette fille et que j'apprends qu'en fait, elle est enceinte d'une des personnes que je considérais comme étant mon meilleur ami. Une couche. Vous imaginez? Et pourtant, la personne, il est avec moi H24. Quand j'ai habité seul, parce que moi, j'ai quitté le foyer familial très tôt. J'avais 17 ans et demi. Et c'était mon frère, limite. C'était mon frère. Et tu apprends que... En plus, tu n'apprends pas ça de n'importe qui. C'est la petite sœur même de la fille avec qui tu étais qui vient te l'annoncer. Il dit, si je te le dis parce que j'avais dit à ma sœur de te le dire, si tu ne te le disais pas, moi, j'allais te le dire. Parce que pour tout ce que tu fais pour nous, là, dis-moi, je ne pouvais pas... C'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé. Déjà, ça soit même avoir confiance en l'amour ou en l'être humain de façon générale, c'était plus possible. C'était plus possible. Je me disais, ça ne peut pas se passer. C'est ce qui te pousse peut-être aussi à la solitude, à être solitaire. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, je dis clairement, aujourd'hui, il est vrai que j'ai grave du mal à m'attacher à l'être humain. Sur ça, des fois, je me dis, vous savez, il y a une verset dans la Bible qui dit « Préserve ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est détruit, c'est la mort que tu communiqueras et non la vie. Ça veut dire c'est la colère que tu vas communiquer aux gens. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens en réalité? Pour ça, je préfère avoir cette posture où je me dis, ben, écoute, je sais que j'ai ma famille. Aujourd'hui, grâce à Dieu, franchement, j'ai des cousines très formidables qui m'entourent. J'ai mes sœurs qui sont là. J'ai mon père qui est là, ma mère qui est là. Pourtant, il y a eu des hauts et des bas, où il y a des moments où, même avec ma famille, c'était où j'ai dû faire peut-être des 2-3 ans de nouvelles avec personne. Parce que j'ai décidé, je crois, limite entre 2013 ou 15, quelque chose comme ça. J'avais même pas de téléphone portable. J'étais dans mon coin. C'est-à-dire solitaire dans mon coin. C'était soit église, je rentre chez moi, je m'enferme. J'étais pas très, très, très... parce que j'étais renfermé sur mes problèmes, sur tellement de choses, en fait, que je sais même pas, en fait. Des fois même, ce que j'aurais pu vivre ou traverser, c'était très délicat. Non. Est-ce que tu n'avais pas juste besoin de te retrouver avec toi-même? Est-ce que, finalement, après des années, peut-être tu ne te rendais pas compte, mais après des années, depuis ton enfance, à avoir vécu un peu, on va dire, pour les autres, du fait que dès que tu avais 4-5 ans, tu te sentais responsable de la maman. Ensuite, tu n'as pas eu d'enfance, tu viens en France. En France, c'est pareil, on ne te regarde pas trop comme un enfant, on va dire. Est-ce que c'est pas ce truc de te dire à un moment donné, finalement, en fait, j'ai jamais pu être moi? Est-ce que c'est pas des ça fois, qui ça t'a m'arrive. poussé Des fois, à ça la m'arrive d'y solitude? penser. En fait, des fois, ça m'arrive même de me demander, est-ce qu'il y a eu un seul instant où j'ai peut-être profité de mon enfance, ou j'ai pu faire quelque chose pour moi, je sais pas. Parfois, ça m'arrive de me poser même la question. En réalité, pourquoi? Parce que, et beaucoup même, des fois, me posent la question, me disent, mais est-ce que tu prends du temps pour toi? Parce qu'on a l'impression que tu es H24, tu es là à défendre les autres, tu es là à courir sur... Dès que tu entends quelqu'un victime de telle chose, ben, tu vas aller aider, tu vas essayer d'apporter des solutions, du soutien. Mais toi, qui te soutient? Des fois, on me pose cette question. Et tu réponds Je dis, quoi? ouais, des fois, je réponds, tu vois, la réponse basique, j'ai ma famille. Mais intérieurement, est-ce que réellement qui est là? Je sais qu'une des seules personnes
serais certain qui est là, déjà, avant tout, c'est ma mère. Ma mère, aujourd'hui, même si elle a plus de 8000 km de moi, je sais que la moindre des choses, j'ai même pas besoin de lui parler quand ça va pas. Vous comprenez. Elle le sait. Des fois, elle va m'appeler, il y a telle chose, ça va pas. Et des fois, elle me parle, là, j'ai rêvé que tu étais dans une pièce, tu pleurais. Je dis, tu me dis des bêtises. Connexion avec le Je Seigneur. dis n'importe quoi. Elle me dit, mais. C'est Je Dieu dis, qui te Dieu ne ment balance. pas. C'est Dieu qui te balance. Il me dit, Dieu ne ment pas. C'est Dieu qui te C'est comme balance. ça. Et en fait, je me suis. Limite, j'ai envie de dire, c'était limite avec elle, ma meilleure amie. C'est avec la personne. Je peux être là, une petite chute dans les escaliers. J'ai maman, tu sais, j'étais tombé. Parce que c'est l'habitude. Une fois que tu es arrivé en France, quand tu es arrivé à l'adolescence, fin d'adolescence, c'était comment pour toi? Comment tu as vécu cette adolescence? Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est que déjà, il y a la vie scolaire, il y a avec l'école, comment ça se passe un peu, comment tu grandissais. Après, il y a cette confrontation, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des petites guerres inutiles là, entre communautés avec lesquelles on était un peu engagés. C'est là où, à l'époque, je me souviens, j'avais plein. Parce que nous, on connaît, notre enfance, c'était pas je vais au Portugal, je vais en Espagne. Nous, nos vacances, c'était tu vas chez des cousins à Sarcelles, tu vas chez des cousins Blanc-Ménil, tu vas chez des cousins Aulnay-sous-Bois. Moi, c'était comme ça mes vacances. Un peu chez mon oncle Vincennes. Et quand tu vas des quartiers en quartier, il y a des connexions qui se font avec d'autres personnes. À l'époque, avec un groupe d'amis, on avait monté un peu notre petite mafia Z. Ça fait que quand il y a un petit problème dans la communauté entre nous, je crois qu'on avait 14-15 ans, on se disait, les gars, il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Et on était comme ça, on était vraiment un petit noyau. Et je me rappelle, à un moment donné, il y avait des potes qui avaient un petit souci au niveau des Clichy-Montfermeil, Clichy-sous-Bois. On a dit, les gars, on va y aller. Ouais, mais je dis, frère, on a dit, c'est comme ça, solidarité. Et on partait, on réglait nos conflits. S'il fallait c'est battre, si on va laisser notre vie là-bas. En fait, on allait en prenant des risques, mais c'était comme ça. Parce qu'on a commencé à rentrer en créant notre propre groupe. On a commencé à rentrer dans certaines choses. Ça fait que même des potes à moi, j'avais un groupe de potes à moi, par exemple, qui étaient des tempes. Eux, ils avaient l'habitude d'organiser des soirées. À l'époque, on les appelait la Z-Unit, tout ça. Des fois, même quand ils organisaient des soirées, ils savaient que, des fois, s'il y a un truc, mais s'il y a besoin de la sécu, il y a des aînés, des grands frères qui sont là. Des fois, il faut appeler aussi Seb. Lui, qui aime bien se battre là-bas au cas où, s'il y a un problème, au moins, on sait qu'il est là. C'était comme ça. On a grandi. Et jusqu'à, en grandissant, j'ai un de mes grands frères, mes grands cousins, Greg. Un jour, en parlant avec lui, il me dit, non, toi, tu as le profil de faire partie des Dragons. J'ai dit, comment ça de faire partie des Dragons? Il me dit, non, il a dit, tu penses comme les Dragons, tu défends la communauté, tu fais ceci, tu mets en avant. Donc, tu sais, là, il y a les Black Dragons, il y a les Black Dragons Junior, là, il y a une nouvelle branche qui doit se créer, le BDNG, Black Dragon Nouvelle Génération. Il faut que tu sois dedans, tu dois être dans les généraux, tout ça. Et à l'époque, je ne connaissais pas trop les Black Dragons, moi, parce que c'est la génération de nos aînés, nos arrières. Quand je commence à me renseigner, je vois l'histoire, Yves Lévon, Black Panther, tout ça, nanani. En fait, je suis fasciné. Je me dis, en fait, il y a nos aînés vraiment qui se sont battus pour des vraies causes. J'ai dit, c'est ça les vraies causes à la base. C'est pas les causes à aller se battre entre communautés, entre Africains. Ça, c'est les vraies causes. Et en fait, ça m'a tout de suite fasciné. Un de ces jours-là, il m'invite à la Défense, et j'arrive, il y a tous les aînés qui sont là, Joe Dalton, Bolema, Pompon, Lucien, enfin, des grands frères. Et quand je me retrouve au milieu de tous, Rex Kazadi, tout ça là, en fait, ils m'accueillent tous vraiment chaleureusement. Et en fait, je me suis senti en famille. Ils m'ont dit, non, c'est bien, tout ça. Nani. Je me rappellerai, celui qui m'avait approché, c'était Joe Dalton, il m'approche. Il me dit, petit frère, ça va? Non, lui, il me trop me dire, fils, ça va? Il me regarde, il me dit, non. Il m'a dit, toi, tu as quelque chose de particulier, toi. Je regarde, je dis, quoi? Il m'a dit, non, toi, tu as quelque chose de particulier. Il m'a dit, fais attention à ton étoile, que personne ne te la vole. En fait, moi, je parlais pas. En fait, j'étais toujours en retrait, surtout, parce que je suis un petit, c'est des anciens qui avaient plus de 40 ans. Donc, je suis là, au milieu d'entre eux, je me sentais tout petit. Et pour moi, c'était limite, je suis avec des légendes. Pour moi, c'était comme ça, des légendes urbaines, des légendes des quartiers, c'est qui ont fait quand même... ils n'ont pas fait n'importe quoi dans les rues de Paris. Donc, pour moi, j'étais très fasciné. Et facilement, en fait, j'ai adopté justement cette étiquette-là. Moi, je suis de la BDNG, et on a réussi à créer une petite équipe avec un de mes gars de Blanc-Ménil, Blake, M16. Donc, on a commencé en fait à consolider notre petit noyau, des généraux. Tac, on a dit, bon, maintenant, c'est nous qui allons gérer la nouvelle génération, tout ça. On avait une petite équipe là, bien efficace. On était là. On était tous spécialisés dans les... Moi, c'était dans les arts martiaux. Blake, lui, c'était dans la boxe. On était tous des pratiquants, en tout cas, d'une discipline sportive quelconque. Donc, à partir de là, on s'est dit, s'il y a quelque chose, en tout cas, nous, on va y répondre, on va faire comme les anciens. En fait, on était vraiment matrixés. Et je me rappelle justement un jour, il y a
Il y a un grand frère, Pompon, un grand frère, il nous dit non. Il me dit clairement, il m'a dit, petit frère, moi, je ne vais pas te voir dans ce que nous, on a fait. Il m'a dit, c'est pas ton combat. Il m'a dit, je vais pas te voir. J'ai dit, mais non, regarde ce que. Aujourd'hui, il y a toujours les racismes. Il m'a dit, je vais pas te voir là. Il m'a dit, tu as quelque chose de particulier, tu dois l'utiliser. J'ai dit, mais j'ai quoi, moi? Il me dit, non, tu le verras bientôt. Et là, je vous parle, j'étais pas encore dans le domaine là, de milieu associatif. Ma famille était, mon père était dans le milieu associatif, mon grand frère, mais moi, j'y étais pas. Il me disait, mais pour moi, je me disais, mais il me raconte des bêtises. Et j'avais pas encore non plus la mentalité à comprendre. Donc je laissais, limite même je le boutais, je dis vas-y, il y a des actions, on peut aller taper les gens. Lui, là, il me dit. Toi, tu voulais que taper les gens, toi, à ce c'était. moment-là. En fait, c'était vraiment ton moyen de, je pense, Non, c'était un moyen de me libérer. C'était Ah comme ça. oui. J'étais même limite à cause de ça même, je venais même plus aux réunions avec eux. Je dis vas-y, je les laisse dans leur coin. Si c'est pour juste parler, vas-y, ça m'intéresse plus. J'avais arrêté. Jusqu'à à un moment donné, on a repris la main, on a reformé. Et quand il a commencé à avoir en 2009 le mouvement des combattants, un peu ce mouvement des Congolais qui ont commencé à se battre par rapport à ce qui se passe en RDC. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais chez moi, derrière mon ordinateur, sur Facebook. Il y a un frangin, un grand frère, à Étampes, Curtis. Il me rajoute dans un groupe Facebook qu'ils avaient appelé Esprit Rebelle pour les Congo, quelque chose comme ça. Et je vois dans le groupe, ça parlait de ce qui se passe au Congo. Ah, au Congo, vous avez vu ce qui se passe à l'est du Congo. Ah, des femmes, ils sont violées, éventrées. Tu sais, je tombais sur des images, j'ai pété les plombs. J'ai dit, mais attends, ça se passe chez moi. Et là, déjà, en fait, on commençait à rentrer dans une révolution. C'est ça, aujourd'hui, des fois, quand j'entends beaucoup des personnes de la nouvelle génération dire non, nous, on n'approuve pas ce que les combattants ils font, ils empêchent les concerts, etc. En fait, ils ne connaissent pas c'est quoi qui a déclenché les choses. À ce moment-là, voir ces genres de vidéos, déjà, moi, j'ai vécu des choses là-bas. C'est ce que j'allais te dire, toi, déjà. Déjà, moi, ça veut dire ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ouais, en fait, ça a dû et là, te voir, faire en fait, monter. tu t'es dit, en fait, en ce moment-là, on était quoi, en 2009, 2008, 2009. C'est encore d'actualité. J'étais bouleversé. Je dis, c'est pas possible. Et c'est à partir de là qu'il y a une révolution. À l'époque, on était tous jeunes. On ne savait pas comment ça se faisait, les déclarations des manifestations. Je me rappellerai la toute première manifestation. On a commencé à balancer les messages. Tous, rendez-vous Château Rouge, on ne peut pas laisser comme ça. Et j'ai des grands frères qui m'appellent. Ils me disent, bah, écoute, Seb, toi, vu que toi, tu es connecté un peu avec des différentes équipes, ramène des gens, tout ça, des différents quartiers. Comme ça, vous allez gérer la sécurité au moins par rapport à la police. Et entre la police et nos mamans, si jamais ils veulent gazer. Du coup, moi, j'appelle plusieurs potes à moi, Sarcelles, Blanc-Meunier, Laulnay-sous-Bois, Villemomble, un peu de partout. Et tous mes gars, ils viennent. Je leur dis, écoutez, aujourd'hui, on va faire la sécurité lors d'une manifestation. Donc, nous, on arrive, on se met en première ligne, derrière, dans les alentours, vraiment pour être une barrière. Et ces jours-là, c'était parti dans tous les sens avec la police. On a quand même forcé notre marche. Et finalement, ça s'est fait. La marche a eu lieu jusqu'à presque gare de l'Est. Arrivé à la gare de l'Est, la police, ils nous ont bloqué la route des deux sens. Ils ont commencé à embarquer tout le monde dans les bus, garde à vue. Moi, j'avais réussi à m'échapper. Et il y avait une maman, c'est même grâce à elle que j'avais pu m'échapper. Elle m'a dit non, fils, il a dit, toi, on ne doit pas t'arrêter, pars. Je suis parti. Et on a commencé en fait à manifester comme ça à l'époque, je pense que c'était 2009. En ce moment-là, il y a eu on a fait tellement de... En fait, on était trop dans la radicalisation. Ah si, des fois on va nous appeler, tel ministre qui va venir, il y a une équipe qui allait parce qu'il fallait attraper le ministre. En fait, on était trop dans tout et n'importe quoi. C'est là où engendrait beaucoup de haine au fond de moi, du coup contre même le politique qui était en place en ce moment-là. Donc on a commencé à vouloir à le dénoncer, c'est ce que lui faisait, à mettre en avant. On dit c'est pas normal ce qui se passe au Congo. En plus, on nous parle d'un rapport mapping et on nous dit qu'il y avait plus de 6 millions, 12 millions à l'époque, je ne sais même plus. On se dit, mais attends, sur le sol congolais, à autant de morts, en telle année, en gros, personne, ça passe pas aux infos, rien. Et ça nous a encore plus révoltés. Et à partir de là, certains aînés ont dit non, normalement, les premiers porte-parole doivent être nos musiciens. Il faut qu'on essaie de leur faire part de la situation, qu'eux puissent commencer à véhiculer ça. Et quand on veut commencer à parler aux musiciens, certains qui commencent à insulter, limite, à l'époque, nos combats, ah non, vous êtes des clochards, ah non, faire des vidéos contre nous, on a dit, ah bon, nous on est des clochards, écoute, on va lever le palier. Et c'est comme ça que, comment ça s'appelle, vers les moulins là-bas, là, j'ai oublié la salle exactement. Il y avait un concert en tout cas vers là-bas, c'est là où eux, ils avaient défié les combattants à l'époque. Non, les concerts vont avoir lieu. Moi, les grands frères, ils m'appellent, non, on va tous y aller, on est parti, on a bloqué. Les concerts ont été annulés. Après, boum, quelques temps après, c'était les Zénith.
On a dit, il n'y aura pas. Nous, ces jours-là, pareil, boum, on est tous partis. C'était parti dans tous les sens, ces jours-là. C'était parti, on a bloqué, ça s'est battu avec certains agents de sécurité. C'était le bazar aussi à l'intérieur de la salle. Donc, finalement, le concert a été annulé. Mais moi, c'était à partir de l'histoire où j'ai pris du recul. Pourquoi? Parce que ces jours-là, quand les concerts a été bloqués, de loin, j'ai aperçu certaines personnes qui se disaient des combattants faire des attouchements à des gens qui venaient ces jours-là au concert. Parce que la plupart de nos sœurs étaient soi-disant mal habillées. Ça s'arrête jamais. Nous-mêmes, on en a tapé ceux qui étaient avec nous, on les a frappés parce qu'on les a surpris en train de. Ils vont bloquer une fille dans un coin, soi-disant parce qu'elle avait mis une muni, commencer à la tripoter, la toucher, nanani. Ah, toi, tu veux venir au concert, hein, comme ça, tu ne viendras plus au concert. Donc, toi, tu penses, en touchant les parties intimes d'une femme, en fait, c'est du viol ce qu'il est en train de faire. Bien sûr. Mais en te faisant ça, pour toi, ça veut dire que la personne va comprendre demain, je ne mettrai plus mes pieds dans un concert. C'est ça l'éducation. Et ce jour-là, je me rappellerai, pourtant, la personne, c'était une personne qu'on voyait lors des réunions. Ça m'avait tellement énervé, ben, ces jours-là, on a tapé la personne. On l'a tapé salement. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bon, moi, je me retire de ce combat. Et je me suis retiré. Et quand je me suis retiré, malheureusement, ben, en fait, il y avait déjà certaines enquêtes qui étaient en cours par rapport à la police, les Quais d'Orsay. Et quelques temps après, ben, parce que j'avais eu mon bac à 16 ans et demi, 17 ans, j'avais pu avoir mon bac. Oui. Et j'étais en alternance. Et en étant en alternance, au début, j'étais dans des différentes entreprises, etc. Et vu que c'était assez compliqué, c'était l'époque où mon père il avait ouvert sa société dans le bâtiment et je m'étais mis avec lui. Et donc, j'ai décidé de faire mon alternance avec mon père. On avait pris les bureaux sur Évry, ça se passait bien. Et à ce moment-là, ben, je ressens un coup de fil à mon travail, dans le fixe du travail. C'est les Quais d'Orsay qui appellent. Qui me dit, oui, bonjour, monsieur Laluna, vous avez 3 heures pour venir ici. Si vous ne venez pas, vous assumerez ce qui va suivre. Et j'ai dit, ah. Au début, j'ai dit, mais Quai d'Orsay, mais c'est qui ça? La police Quai d'Orsay. Moi, je ne connaissais pas trop. Donc, j'appelle mon grand frère. J'ai dit, écoute, Quai d'Orsay vient de m'appeler. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Mon frère il me dit, ah, passe d'abord par la maison, rajoute des pantalons, parce que des trucs comme ça, tu ne rentres pas tout de suite. J'ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, mais. Après, il me donne une illustration. Il a dit, ah, c'est comme si c'est la Maison Blanche qui t'avait appelé, les FBI, je ne sais pas quoi. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit à mon frère, mais moi, c'est mort. J'ai dit, je quitte la France. J'ai dit, c'est fini. T'as eu peur à ce moment-là? Bien sûr, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour. En fait, tellement je faisais des bêtises, je ne savais même plus comment penser. Je me suis dit, je ne sais même pas si c'est qu'elle a fait. Tu t'es dit, oui, en fait, tu t'es dit, c'est en train de me rattraper, mais je ne sais pas par quel. C'était lequel. Je me suis dit, là, en fait, c'est ma fin. J'ai dit, comme par hasard, ce moment où je suis en alternance, j'ai l'école, je suis en BTS, je suis bien. Donc, et ils décident de venir pourrir ma vie. J'ai dit, mais non, ça s'est passé déjà une fois quand, comment ça s'appelle, Auxerre voulait me prendre. J'étais parti à Auxerre et je devais aller, en cette époque-là, signer avec eux en centre de formation, tout ça. Et les épreuves s'étaient super bien passées. Et le monsieur, au moment où il venait me voir pour me dire, bon, les personnes qui vont être retenues, après il me dit, ah, monsieur Lalu, par contre, il y a des personnes qui vous attendent là-bas, ils veulent échanger avec vous. J'arrive comme ça, c'était des agents de là-bas qui étaient venus me chercher. Mais pourquoi? Pour une affaire des violences qui avaient eu lieu quelques mois avant à la gare des Brétigny-sur-Orge, tout ça. En plus, j'avais rien à voir. Pour une fois, j'avais rien à voir. C'était juste, je suis passé par là, mais c'est des gens avec qui j'ai traîné et qui avaient fait leurs bêtises. Mais vu que je traînais avec eux dans les vidéos, tout ça, on m'a toujours vu avec eux. Et quelques minutes avant que l'acte se passe, on m'a vu passer par là. Ils ont dit donc certainement j'étais dedans. Donc le fait qu'eux ils sont venus me prendre, les clubs ils ont dit non, on ne veut pas de voyous. Donc ça fait qu'ils m'ont barré. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave. Et là, cette fois, c'était pourquoi? Les combattants, ils sont partis cramer l'ambassade du Rwanda. En fait, quelques temps avant, on s'était donné rendez-vous devant l'ambassade. Et on devait tous y aller, sauf que sur le chemin, en fait, moi, je crois que c'était Dieu. En fait, je me trompais de métro. Des prières de ta maman. J'allais de gauche à droite. Sauf que quand au moment où je suis arrivé à la station du Rwanda, là où il y avait l'ambassade du Rwanda, en fait, l'ambassade était déjà incendiée. Donc, quand moi j'ai vu les pompiers, les feux de loin, j'ai fait quoi? Je suis demi-tour, je suis rentré chez moi. Mais les caméras, en fait, ce qui s'est passé, moi, je ne savais pas. Par contre, j'étais suivi par un agent, en gros, des Quais d'Orsay, en fait, je ne sais pas partir des camps, en tout cas, mais une chose est sûre, quand j'étais là-bas, quand ils installaient les photos, je voyais des photos, j'étais au Château-Rouge avec les gens. Quand j'ai quitté Château-Rouge, j'étais dans le métro, à l'intérieur du métro, je suis assis. En fait, c'est-à-dire, on me prenait des photos. Il y a même des photos quand je vais au travail, quand je sors de chez moi.
En fait, j'étais suivi depuis longtemps, je ne savais pas. Et là, quand ils m'ont étalé les photos, tu sais, je leur ai regardé, je dis, mais monsieur, ça c'est une violation de la vie privée, hein. Je peux porter plainte. Vous n'avez pas droit. T'as le toupet de parler quand même. Ouais. Après, il me dit, ah, tu rigoles. Hein. On va voir si tu as rigolé ce qui va suivre après. Comme il m'a dit ça, le sourire a disparu. Il m'a dit, bah, écoutez, monsieur, bah, écoutez, vous ne voulez pas parler, on sait que vous étiez dedans, parce qu'à telle heure, l'ambassade a été cramée à telle heure, selon la caméra, il me montre la caméra, il me montre l'heure d'identification, selon les... Ils me disent, bah, vous étiez à l'endroit, bah, écoutez, soit vous nous dites, si c'est vous, ou des amis à vous, vos groupes, tout ça, qui ont fait l'acte, dites-le. On va essayer de réduire le peine maximum. Si vous ne le dites pas, bah, écoutez, vous allez prendre le maximum. Mais tu risquais quoi? 15 ans de prison. Oh purée! Ils ont dit parce que c'était, pour eux, c'est du terrorisme. Ils ont dit c'est du terrorisme, c'est ce qui a été fait. Et comment tu t'en étais sorti? Et quand ils m'ont dit ça, j'ai baissé ma tête. En fait, vous savez la première chose à qui j'ai pensé? Ta maman? Ma mère. J'ai baissé ma tête, j'ai dit purée. En fait, je commence à réfléchir 15 ans, qui va aider ma mère? Qui va être là pour elle? Je l'ai déçue. Ma mère, quand je prenais le train, m'a dit, tu vas là-bas, c'est toi qui prendras soin de nous. Fais en sorte de devenir quelqu'un de meilleur, bats-toi, réussis. Ne fais pas n'importe quoi. Et là, je disais, bon, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, t'étais un enfant aussi. Et les policiers qui viennent me voir, ils me disent, Téné, il y a quelqu'un qui veut vous parler au téléphone. Je prends le téléphone, c'était ma mère. Oh non. Et là, ma mère, elle commence à me parler. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, ma mère, quand elle me parlait que des dieux. Souviens-toi tout ce que les pasteurs, ils ont dit. Regarde ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais comment tu peux tout bousiller? En fait, elle commence à parler. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Je ne savais même plus quoi dire. Ma mère a fini, elle me dit, j'ai confiance en Seigneur, tu sortiras de là-bas. Je disais, maman, mais ils m'ont dit, je vais prendre 15 ans. Elle m'a dit, j'ai confiance en Dieu. T'as-tu fait quelque chose? Non, tu vas sortir. Il m'a dit, si tu n'as rien fait, le Dieu que moi j'ai pris, il va te faire sortir de là-bas. J'ai dit, ben maman, écoute, moi je m'appuie seulement sur ta foi. C'est la seule phrase que je lui ai dit, je m'appuie sur ta foi. On m'avait descendu dans une cellule, là, on était venu me chercher, on m'a mis dans une cellule provisoirement. Et ce jour-là, j'étais posé. Tu vois, je réfléchissais à tout, je réfléchissais à rien. En fait, j'ai commencé à réfléchir à ma vie de façon générale. Depuis que je suis en France, du pays, depuis que je suis là. Et en fait, j'ai craqué dans ma cellule, j'ai commencé à parler tout seul. Et quand je parlais, j'ai dit une phrase, j'ai dit, tu parlais pas tout s'il y a un Dieu qui existe, je vais le voir aujourd'hui. S'il y a un Dieu qui existe, je vais réellement te vivre, je vais te sentir. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'ils se montrent. Et sauf que quand je parlais comme ça, je citais tous les noms. Ça soit Jésus, ça soit Bouddha, ça soit Osiris, ça soit je sais pas qui est, Allah. J'ai cité tous les noms. J'ai dit, je veux un seul. C'est lui qui va m'apparaître là, qui va me sortir de là. C'est lui que je suivrai. Et j'ai commencé à parler comme ça. Et pendant que je parlais, je devais passer la nuit. J'ai passé la nuit là-bas. Je te disais que tout était fini là pour toi? Ah, pour moi, je sais que je ne vais plus revoir mon père. Dans ma tête même, je dis, les jours où je suis sorti, mon père il va me bousiller. J'ai dit, c'est fini. Moi, je pensais même que mon père allait me massacrer. J'ai dit, c'est fini. À ma plus grande surprise, on vient me voir, on me dit, ouais, monsieur Lalu, vous êtes libre. J'ai regardé les policiers, j'ai dit, vous savez, j'ai regardé beaucoup de films policiers, vous n'allez pas m'avoir. J'ai dit, j'ai rien dit. J'ai rien balancé. Là, vous venez me voir pour me dire, je suis libre. J'ai dit, ça ne marche pas. Il me dit, mais sortez avant qu'on change la vie. J'ai dit, sortez. Et je vois, je sors dehors, j'arrive. Tu vois, oui, effectivement, je suis libre. Donc, je contacte un de mes grands frères, à l'époque, Rex. Je lui explique la situation. Il me dit, non, t'inquiète. S'il y a besoin d'un ami, j'ai un avocat, tout ça. J'ai dit, je ne sais pas. En fait, c'est comme si mon esprit me rappelle la promesse que j'avais faite quand j'étais enfermé. Je me suis dit, non, en fait, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Et là, en fait, je me suis éloigné. J'ai quitté l'île de France. Je suis parti vers Rennes, Nantes. Juste avec un sac, je suis parti comme ça. Et à cette époque-là, j'avais une pote à moi qui habitait vers là-bas, vers Rennes, Princesse. Et je suis passé beaucoup de temps entre Rennes, Nantes. T'as recommencé là-bas. Et c'est là où en fait, je commençais à cultiver ma foi seule avec le Seigneur. Je commençais à chercher Dieu, prier, méditer la Bible, méditer. En fait, je commençais, et bizarrement, ça commençait à me faire du bien. Et c'est la première fois que je chante autant du bien. Et j'avais une paix, et ça me rappelait cette phrase qui dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et en fait, pour moi, j'ai lavé le repos. En fait, c'est le Seigneur me faisait comprendre, en fait, je prie ton fardeau, je suis le repos que tu as besoin. Et je vous assure, je regardais un film, les films étaient tellement émouvants, j'ai commencé à pleurer. Je vous jure, moi, de ma vie, j'ai déjà regardé des films, jamais mes larmes ne tombent. Je me suis dit, non, il y a un truc bizarre là qui se passe.
Et on dirait, il y a un truc en Dieu, moi il qui est était en mort. train d'ouvrir ton cœur. Ah non, justement. Non, c'est Il y justement, a quelque moi, chose moi, qui était vivant. et les trucs les plus fous, c'est que parce que je suis resté longtemps sur Rennes, hein, plus de 5, 6, 7 mois. Mm. Je reviens sur Paris, j'habitais dans ma voiture. Parce que du coup, personne ne savait même ce que je vivais. Alors, j'avais ma petite D106, je vivais avec, j'ai commencé à avancer avec. En fait, je vivais comme je pouvais vivre. Personne ne connaissait. Des fois, en fait, je vivais ma foi. Voilà. Au début, j'étais à un moment donné dans une assemblée vers Damary-les-Lys. Je suis resté un certain temps là-bas. Et même en étant là-bas, personne ne savait ce que je vivais. Jusqu'à ce qu'un des frères là, avec qui j'étais à l'assemblée remarque que des fois, j'ai presque toujours les mêmes chemises, des fois les mêmes bottines, des fois même mes bottes, tellement même c'est usé, tu sens que la semelle, elle commence à... En fait, j'étais dans une galère. Même quand j'étais à fond dans la rue, là, non, moi, je ne pouvais pas galérer. Moi, l'argent, je savais le faire. Au point où mon père, il me disait même des fois, dis seulement à tes amis, les jours où tu n'auras pas l'argent, tu vas voir qui est qui. Tellement, en fait, tellement j'avais mon propre... Je me faisais mon argent, ça soit au travers de l'alternance, dans la rue, dans tout ce que tu veux, que... Bah, t'as toujours été débrouillard, en fait. Voilà. Depuis Et ton moi, quand une enfance, personne donc. avait été dans le besoin, je lui donnais. Moi, j'ai un de mes cousins, DJ MKZ, il le dira, il venait des fois à mon lieu de travail. J'ai besoin de tiens. En fait, j'avais cette facilité à donner facilement. Parce que je me disais, Dieu me rendra. En fait, c'était ça ma pensée. J'ai grandi comme ça. Tu donnes, plus le Seigneur te rendra. Ça, c'est vrai. Et j'ai grandi avec cette mentalité. Et même, c'est pareil, même en travaillant avec mon père, pareil, je prenais énormément de stagiaires. Pourtant, j'étais en BTS peut-être dans les deuxième année. Et je prenais des stagiaires qui passaient leur bac, c'est-à-dire on a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'écart. Il y en a même, c'était plus grand que moi. Mais j'étais leur tuteur. Je les aidais parce que je sais c'était quoi la difficulté de ne pas trouver des stages. Il y en a énormément qui avaient pu avoir leur bac, des choses comme ça. Et pour moi, c'était juste En fait, aider les autres. Ouais, tu te mets à la place des autres. Tu arrives vite à comprendre en fait quand l'autre est dans le besoin. Et je pense que tu arrives à te dire, ben, en fait, ça peut être moi. Et tout de suite, en fait, c'est ce qui fait que en fait, tu traites l'autre comme tu aimerais qu'on te traite. C'est aussi vous avez dit ça. exactement, c'est ça. Ouais. En fait, à chaque fois, je me dis, si j'aurais été à la place de la personne, si ça avait été moi. ça se passerait comment? Et moi, j'ai une question pour toi, Sébastien. Mm. Est-ce que vraiment on se remet de tout ça? Est-ce que vraiment on avance? Est-ce que vraiment on oublie? Est-ce que vraiment notre cœur est réparé? Est-ce que vraiment on passe complètement à autre chose? Est-ce qu'on arrête d'y penser complètement? Est-ce que ça revient? Sincèrement, sans Dieu, c'est pas possible. Sans Dieu, c'est pas possible. Mais avec Dieu, c'est possible. La preuve, toutes ces années-là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que bien que j'étais à fond à l'église et dans la rue, on est les Congolais. Nos parents, tous les dimanches, ils nous obligent à aller à l'église. Donc j'allais quand même à l'église. Pour dire même le pasteur, à un moment donné, au vu quand même de certaines choses que je pouvais faire, il m'a même donné des responsabilités. Je faisais même partie des responsables à l'église. Mais pourtant, ma vie dehors, c'était pas ça. Mais les dimanches, quand je venais à l'église, j'encadrais les jeunes à l'écodim, des fois par rapport à la jeunesse, des choses comme ça. J'étais moi-même jeune comme eux. J'encadrais aussi les jeunes. Parce qu'ils se disaient, vu comment j'étais un peu perturbateur, peut-être que... En fait, pour lui, il me responsabilisait, pensant que c'était la meilleure solution de me faire quitter la rue, de me faire prendre conscience. Sauf que ça marchait 1 fois sur 2, parce qu'effectivement, pour te dire, même dans l'église, on a réussi à créer un gang. Vous imaginez? C'est-à-dire, j'arrive à l'église, il y a un pote à moi, comment ça s'appelle? Kevin, Inacio, Blake, Kevin, un autre frangin. En fait, eux, ils étaient du 9-3. Moi, je viens du 9-1. Il y avait un autre, Ivan, il était de Sarcelles. On se retrouve tous là-bas. On crée notre petit groupe hardi, tout ça. On devient limite un gang. Carrément, on s'appelait les Gangsta Club à l'époque. C'est-à-dire, on a l'église entre nous, on est des frères. En plus, on connaît, quand on est là entre nous, on s'amuse. On est là, des fois, des pièces de théâtre, journée de jeunesse, on est là. C'est-à-dire, même au quartier, les gens ne savent même pas ce qui se passe à l'église. Ils ne savent pas qu'à l'église, c'est une autre personne. Après, quand tu sors d'église, tu retournes au quartier, tu deviens le bad boy, tu es là, tu tapes tout le monde gratuitement. Rien à voir. Ouais, mais ça veut dire, en fait, je pense que dans tous les cas, Dieu savait que tu allais venir à lui. Parce que c'est fou, tu vois, ce contraste. Parce qu'il y a des gens, tu sais, quand ils vont à l'église, ils sont hypocrites dehors, ils sont hypocrites dans l'église. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de contraste. Mais je pense que dans tous les cas, tu devais avoir ton appel. Non, ça, c'était sûr. Moi, je me rappelle, il y a 2 hommes de Dieu qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. C'est l'apôtre Emmanuel Mbié, le père de Moïse Mbié. À chaque fois qu'il me regardait, il me dit, toi, tu feras n'importe quoi dans ta vie, mais Dieu te rattrapera toujours.
Et des fois, je regardais, je disais, mais non, papa. Il me disait, attends. Et en plus, à l'époque, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Parce que cet homme-là, il était très, très, très. En fait, il est droit, il est direct. En fait, c'est la discipline qui se mettait lui-même. Te pousse toi aussi à te discipliner de la même manière. Tu vois. Et c'est une personne qui m'a beaucoup marqué, en fait, surtout par son amour envers les autres. Comment il pouvait se sacrifier pour les autres. C'est une personne qui m'avait énormément marqué. Tu vois. Pourtant, je parle de ça, j'étais gamin. T'es un peu le même. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais je parle de ça, mais j'ai encore ces souvenirs. Aujourd'hui, pas à son âme, il n'est plus là, mais c'est un homme qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, qui a beaucoup aidé aussi ma mère et moi. Tu vois. Et je pense aussi à l'évangéliste Kizi Amina, qui, au niveau de son assemblée, qui nous avait aussi beaucoup apporté du réconfort comme un père. Tu vois. Il a beaucoup aidé ma mère et moi quand, justement, on dormait d'église en église, qui nous a fait nous a fait beaucoup du bien. Tu vois. Et ça, en tout cas, c'est des personnes, je serai toujours reconnaissant. Vous savez, des fois, on n'attend pas qu'une personne fasse 1000 choses dans votre vie pour le remercier. Mais le peu qu'il fait, c'est beaucoup. Ouais. Ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. J'ai ma façon de rendre cette reconnaissance de différentes façons. Soit en venant en aide à d'autres, parce que moi, on me l'a fait, ben, je vais le faire à d'autres. Et c'est pas comme si je m'efforçais, c'est naturel. Et je dis souvent aux gens, je dis, vous savez, tout ce que je fais pour le Congo aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai du mal à faire des cagnottes. Parce que je suis une personne, depuis que je suis à fond pour le Congo, je me débrouille de moi-même avec mes propres fonds. Des fois, dans le salaire que je peux avoir, pour dire la vérité, des fois 80%, ça va à aider les gens. Wow. Des fois, plus de 80%, ça va aider les gens. C'est-à-dire, je m'oublie moi-même. C'est-à-dire, j'ai même pas. Des fois, je me retrouve, t'es là, comme j'aime le dire, les poches trouées, t'as plus rien. Et limite, même des fois, je suis aigri que j'ai plus rien. Pourquoi? Parce que je me dis, mais si demain quelqu'un m'appelle, comment je vais l'aider? C'est-à-dire, il faut que je me C'est débrouille. même pas parce que ça Ouais. manque pour toi, c'est au cas où ça manque pour quelqu'un d'autre. Exactement. Ça fait que il faut que je trouve quelque chose à faire à tout prix pour faire rentrer de l'argent là, parce qu'il faut pas que. C'était ma façon d'être. Et je me battais comme ça. Et c'est ça qui a fait aussi que ben, quand je parle du milieu de l'entrepreneuriat, je suis passé dans tellement de sociétés. À un moment donné, j'ai dû créer une société dans le nettoyage, MNK Cleaner. Dans le nettoyage pour. Je mettais des mamans qui faisaient des nettoyages, des choses comme ça, pour ramener ben, les fonds que je pouvais ramener. Ça me permettait d'aider un orphelinat que j'avais récupéré à un moment donné au Congo, que j'occupe jusqu'à aujourd'hui, que j'aide toujours des orphelins jusqu'à aujourd'hui, à nourrir les orphelins. Et pareil, à un moment donné, c'était une autre société que j'avais de location de voitures, MNK Car, de la location des véhicules de luxe, tout ça, à aider les autres. En fait, mes bénéfices que je pouvais même réaliser, il y en a, ils font des bénéfices, ils investissent dans l'immobilier haute. Moi, mes bénéfices, c'était plus pour aider les gens. C'était que ça. Je me disais, je ne me vois pas aller. En fait, j'aime pas déranger les gens avec des histoires des cagnottes. J'ai l'impression comme si je fais forcing. Je me dis, je préfère au moins, moi-même, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Oui, mais pourtant, tu sais, il y a des gens comme toi qui voudraient participer, en fait. C'est C'est-à-dire, vrai. parce que toi, tu vois, tu es dans l'action. Mais il y a des gens qui ont le même cœur que toi, qui n'osent pas être dans l'action. Et les cagnottes, c'est ce qui leur permet, en fait, tu vois, on va dire, entre guillemets, de se dire, je fais un peu ma part. C'est vrai. Donc, Mais après, en fait, moi, j'ai parti dans une logique où je me dis, il y a des gens qui vont faire des cagnottes, peut-être ils n'ont pas la possibilité peut-être d'aider comme moi je le fais. J'aime pas, comment je peux dire ça? Attendre de l'autre. Il y a ça, oui. Parce qu'attendre, des fois, ça peut emmener des déceptions. Et moi, je suis une personne, j'aime trop obtenir quelque chose. Là, je le veux, il faut que j'ai. Là, si Kinshasa m'appelle, là, il y a des enfants qui sont malades dans tel. Mais il faut que là, je suis en mesure de dire, bah, écoutez, là, on vous fait un virement tout de suite. Alors qu'une cagnotte, tu vas faire, c'est pas forcément tout le monde qui est. C'est-à-dire, il faut créer le portefeuille. En fait, c'est un tout. Et c'est ça qui a fait que j'ai toujours voulu toujours être là dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, on organisait beaucoup de réseautage, c'est-à-dire des conférences qui permettaient des jeunes qui veulent entreprendre, pouvoir créer leur réseau avec d'autres. Et en créant les réseaux, des fois, on essayait, je prends un exemple simple, si par exemple l'entrée était à 50 € et que ces jours-là, cette soirée-là, on a réussi à récolter, je sais pas, 100 000 €, 5 000 €, on va essayer de dire, parmi vous qui a un des projets innovants, il partira avec la somme. En fait, des fois, ça m'est arrivé de faire ça instantanément. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à l'enfant que tu étais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Oui. Que l'avenir n'est pas toujours ce que l'on croit
être quand on est petit. Mais elle est meilleure quand on décide de se relever et être plus fort. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes garçons qui nous regardent, en fait, qui, tu sais, qui sont un peu dans la violence, dans la colère, dans l'incompréhension, dans l'injustice? En fait, il est important de communiquer. L'erreur que moi j'ai fait, je ne communiquais pas. Mais qu'il est important de communiquer. On ne peut pas parler à tout le monde. Mais parfois, c'est important, même dans son entourage. Je recommanderais même, des fois, même ta mère ou ton père. Parce que des fois, c'est vrai que nous, les Africains, on a des parents, surtout des papas, qui sont très durs, qui n'expriment pas leurs sentiments. Mais beaucoup, surtout si je parle de la nouvelle génération, il y en a énormément aujourd'hui, ils sont très à l'écoute. Ils vont certes pas montrer leurs sentiments, pas parler, mais ils vont faire attention à pas mal de choses. Et moi, je le vois aujourd'hui avec mon père. Mon père, il fut un temps, on n'était pas du tout proches. Il fut un temps, il y a eu un long moment d'éloignement. À l'heure actuelle, mon père, si j'ai un problème, je l'appelle. Tu vois. Je parle avec lui, j'échange avec lui. Mais pourtant, ce n'était pas comme ça avant. Et, euh, en fait, la communication, c'est la clé de toute chose. Parce que si tu ne communiques pas ce que tu as dans ton cœur, si tu ne décides pas de parler de quelque chose qui te dérange, en fait, cela va devenir une maladie à long terme. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai passé par des situations parce que je ne parlais pas. Mais j'en suis sûr, si je parlais, je n'aurais jamais peut-être passé par plus de situations par lesquelles je suis passé. Parce que j'étais très renfermé. J'étais une personne très colérique. Après, ma colère, bien sûr, c'est une colère intérieure. Je ne l'extériorise pas non plus. Et c'est des situations en fait, qui t'ont détruit. Parler, échanger, raconter, c'est un moyen, c'est une thérapie qui te permet de t'en sortir et en fait de te décharger totalement. Parce que sinon, j'aurais dit tout simplement, ben, tournez-vous vers Dieu, il est la seule solution. Et quelle est ta mission aujourd'hui? Là, c'est une très bonne question. C'est une des choses qu'on me pose souvent. Aujourd'hui, j'ai une autre façon de voir le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, chaque personne est acteur de sa propre vie, principalement. Et chaque personne a la possibilité d'apporter un plus dans sa vie et dans la vie des personnes qui l'entourent et de son entourage. Aujourd'hui, je me dis, ben, ce que j'ai traversé dans ma vie ne doit pas être une barrière ou ne doit pas être un frein pour m'empêcher de réussir ma vie demain. Mais au contraire, je dois l'utiliser pour pouvoir véhiculer un message qui permet à ceux qui peuvent se retrouver dans la même situation de se dire, ben, en fait, si je me suis senti au travers de son histoire, au travers de ses dires, au travers de ce qu'il est en train de raconter, c'est que ben, moi aussi, à mon tour, ben, en fait, je peux faire de même. Aujourd'hui, il est vrai il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans les discours, on va parler, on va raconter. Et beaucoup, aujourd'hui, les gens cherchent plus de l'action. Oui. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, qui m'a poussé justement à créer en 2017 mon association Espoir et Action. Au travers de ça, j'ai donné cette possibilité justement aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger. À un moment donné, je mettais des thérapies un peu comme des alcools, comment ça s'appelle, alcooliques anonymes, quelque chose comme ça. Sauf que c'était des choses où on est autour d'une table. Ben, personne ne se connaît, mais tout le monde peut dire ce qu'il a à dire et personne ne juge personne. Et ça marchait très bien. Au début, c'est difficile, mais petit à petit, quand une personne commence par dire ceci, cela, en faisant les tours, en fait, ça libère petit à petit et les gens, ils se sentent mieux. En fait, surtout les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'ils peuvent dire, en fait, ils peuvent créer leur réalité. C'est ça. Ils sont tellement dans un mood où ils sont pas bien aussi. Du coup, tout est tellement morose, tout est tellement amer que finalement, ils ne voient que ça. Alors que si du jour au lendemain, ils commencent à parler et à pouvoir se dire même peut-être que je peux aller mieux, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Moi, ça, je le vois au quotidien. Il y a des choses aujourd'hui, j'aurais pas pu faire hier. Aujourd'hui, un exemple bête, avant de commencer à organiser des marches pour les Congos, au début, je me disais, il est hors de question, les combattants, ils le font. Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Qu'est-ce que ça va faire? Mais quand je tombe sur des images en 2023, je vois c'est toujours d'actualité, je me dis non, non, non. C'est soit je me décide, soit je me tais et mon peuple continue à se faire décimer dans le silence total. Et quand je prends la décision, beaucoup de gens ne connaissent pas en fait même comment j'ai commencé. Les gens pensent que j'ai commencé avec une grosse équipe. Vous savez, aujourd'hui, je crois même, je dirais la vérité, quand j'ai commencé la première manifestation, j'ai appelé des gens, j'ai appelé des anciens, des aînés. Et venez avec moi, on va faire. Tout le monde m'a envoyé balader. Quand je dis tout le monde m'a envoyé balader.
Eh oui. J'ai appelé des cousins à moi, ils m'ont dit non, on est avec toi. J'ai dit ok. Et puis, j'ai fait les statuts juridiques. Pour créer une association, il faut au minimum 2 personnes. J'ai créé les statuts comme ça. J'ai fait une déclaration de manifestation comme ça veut dire je sais que j'ai pas forcément l'équipe. Je me suis dit ces jours-là, Seigneur, fais en sorte que les gens que tu rencontrerais ces jours-là fassent partie de l'équipe. Ça veut dire j'ai commencé une manifestation, j'avais zéro personne d'équipe. Les gens qui devaient venir même m'aider et tout ça, ramener la soumour, ils ont tous été arrêtés à gauche, à droite. Je me suis retrouvé seul ces jours-là. Et seul, je me disais, purée, qu'est-ce que je vais faire? Et je vous assure, ces jours-là, je fais la rencontre d'un homme exceptionnel, paix à son âme, Brice, qui est un acteur de Brice Ndonga, là. Franchement, un grand frère, je ne peux même pas vous dire. J'ai fait sa rencontre, j'ai fait la rencontre d'autres personnes vraiment extraordinaires. Et ces jours-là, c'est à partir de ces jours-là que le collectif que j'avais créé au départ, Lisanga Banamboka, est né. J'ai dit, tiens, je commence à demander, toi, c'est quoi ta spécialité? Moi, la communication, tiens, tu as géré la communication, toi, c'est quoi, secrétariat? Tiens. Et je dis, vous savez quoi, là, il nous reste 2 semaines, il faut qu'on lance une autre marche. Ouais, mais non, 2 semaines, c'est trop. J'ai dit, on va lancer dans 2 semaines. Non, mais j'ai dit, c'est comme ça. On décide, on fait, on lance 2 semaines à Annie, le 18 novembre 2023, on lance, boum, plus de 100 000 personnes. Ces jours-là, je regarde juste, en plus, il pleuvait, les gens, ils étaient là. J'avais même l'impression que ça continuait à venir. J'ai regardé les ciels, ces jours-là, j'ai dit, non, Dieu est Dieu. Dieu Tout est simplement. Dieu. C'est beau ça, j'aime beaucoup. Dieu est Dieu. On va terminer sur ça. Dieu est Dieu. Est-ce que, juste avant de finir, juste le mot de la fin, s'il y a une phrase que tu devais dire à quelqu'un qui nous regarde, ne serait juste une seule, tu vois, qui pourrait le remotiver, l'encourager, lui donner envie d'aller de l'avant. Ça serait laquelle? Que ça soit une citation, que ça soit ce que tu veux. Juste, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. C'est tout. Merci. C'est simple, mais c'est super. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. Merci, franchement, c'était... En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je t'avoue que plusieurs fois, j'ai eu envie de pleurer. Hein. J'ai dû me retenir, mais... Non, mais c'est vraiment... c'est poignant, en fait, de voir... en fait, à quel point, malgré que la vie t'ait blessé à plusieurs reprises, que toi, mine de rien, tu décides, même si tu as eu une période où tu as été en colère et que tu as eu une période où tu voulais juste, en fait, être un petit peu dans la violence, malgré cette période-là, je trouve ça incroyable que c'est toi, finalement, qui décides d'aider les gens. Alors que toi, quand tu avais besoin d'aide, il n'y avait personne. Il y avait personne. Et aujourd'hui, c'est toi qui tends la main. Et je ne sais pas si tu es conscient ou non, parce que les gens qui font ça, généralement, ne sont pas conscients, mais c'est digne d'un grand homme. D'un très grand homme. Franchement, merci Sébastien pour tout ce que tu fais pour les jeunes, pour même juste merci d'avoir gardé, t'en as peut-être pas l'impression, mais ton âme d'enfant. Et de ne pas avoir été amer, et de ne pas avoir été dans la méchanceté, dans la douleur, et d'avoir transformé ça en quelque chose d'aussi beau et aussi grand. Et je pense que je ne suis pas la seule à te remercier. Non. Je suis sûre. Et j'ai l'impression que tu as du mal avec les remerciements. Parce que pour toi, c'est normal. Exactement. Ouais, ça se voit. Merci beaucoup, franchement, Sébastien. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Si ça tenait qu'à moi, j'allais continuer encore. Hein. Mais bon, hein. Je ne sais pas quel mot de la fin je pourrais vous dire, parce que même moi, je vous avoue, je suis un petit peu chamboulée. Vraiment, parce que c'était fort. Tout ce que je pourrais, en fait, là, vous dire en fin d'émission, c'est... en fait, il n'y a pas de recette miracle à la vie. Sincèrement, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a aucune garantie. Mais je suis juste certaine d'une chose. C'est que le début n'est pas la fin. Ça veut dire que qu'importe ce que vous avez traversé dans votre enfance, qu'importe ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu, vous pouvez tout changer à tout moment. Et comme il a dit Sébastien, avec l'aide de Dieu. Mais vraiment, vous pouvez tout. La parole est créatrice. Tout dépend de vous aussi. Même si les adultes autour de vous ne sont pas là, vous pouvez vous devenir l'adulte qui va changer. En fait, peut-être un petit peu le monde de certaines personnes, comme le fait Sébastien là.
Merci pour tout, merci de nous avoir suivis. C'était Je suis toi et on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous.